Ces ordres de Staline, qui est ce qu'il y a de plus basique dans l'armée russe, mais l'OTAN, qui est le premier ensemble militaire de tous les temps et du monde, n'arrive pas, les Ukrainiens, à lutter contre ça. Ici. Oui, mais d'abord parce que ce sont pas des batteries qui sont fixes. Donc elles tirent et après elles s'en vont. Alors on voit la destruction, on découvre à chaque fois de nouvelles villes. Il y a la ville de Toretsk, la ville de Pokrovsk et maintenant cette ville de Myrnorad qui est une ville fantôme. Alors Myrnorad, elle est juste à côté de Pokrovsk en fait. Donc il n'y a plus de ville, il n'y a même plus d'intérêt. Avant c'était par exemple Pokrovsk était un nœud militaire, ça ne l'est plus, un nœud ferroviaire, ça ne l'est plus aujourd'hui. Cette image, c'est Stalingrad. Tout ça est suivi des armées occidentales. On en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que les Occidentaux regardent ça en se disant comment est-ce que nous allons nous prémunir nous-mêmes. Il n'est plus seulement question ici de l'Ukraine. Regardez. Votre regard sur ces images-là qui en disent tellement sur le rouleau compresseur russe qui a continué à avancer. On est en train de parler de vieux équipements qui datent de la seconde moitié du siècle dernier, que actuellement, ça a juste été un peu mis à jour par la Russie, mais l'OTAN n'arrive pas à stopper. Il y a quoi à dire après ça? Les Russes ciblent particulièrement les pilotes de drones ukrainiens parce qu'en fait, ça leur permet de ce type de frappe. En fait, vous frappez des centres de commandement. Dans les récents aveux d'échec du bloc occidental, dans leur guerre par procuration en Ukraine, ils sont bien obligés finalement d'admettre un certain nombre de choses. Donc dans la suite de leur logique, d'avouer qu'au final, ils n'étaient pas si puissants que ça et ne maîtrisaient pas aussi bien la situation que ça, nous avons là les images de villes, Pokrovsk et environnants, complètement rasées. Et eux-mêmes posent la question, qui peut stopper la puissance de feu russe? C'est à qui que vous posez la question? Vous n'aviez pas anticipé ça avant? Écoutons ce qui se passe. Regardez ces images qui montrent cette Russie à l'offensive, tous azimuts, en matière de bras de fer nucléaire, en matière terrestre. Ces images sont vertigineuses. On est là dans cette région de Myrnorad. Dites-nous un mot de ça, s'il vous plaît. Samantha de Bender nous avait rejoint. Cette région qui, alors, on voit la destruction. On découvre à chaque fois de nouvelles villes. Il y a la ville de Toretsk, la ville de Pokrovsk, et maintenant cette ville de Myrnorad qui est une ville fantôme. Alors, vous réalisez que tout ça, c'est principalement dû au fait que vous poussez les Ukrainiens à ne pas abandonner la guerre. Au contraire, vous les poussez même à continuer la guerre. Et maintenant, c'est vous qui titrez « L'armée russe laisse tout en ruine ». À un moment donné, vous voulez qu'ils fassent comment? Il faut bien qu'ils puissent, par leurs actes, prouver qu'ils ne sont plus en train de plaisanter. Mais là, j'ai l'impression en fait que le bloc occidental est dans une sorte de matrice psychologique très profonde. Et dans cette matrice, ils aimeraient que tout aille dans leur sens. Et une fois que ça ne va pas dans leur sens, peu importe ce qui se passe, ils s'en plaignent. C'est-à-dire, la Russie, depuis le début, vous fait comprendre qu'autant mieux faire la paix. Accord de Minsk 1, vous refusez. Accord de Minsk 2, vous refusez. Accord de cessez-le-feu de 2022, vous refusez. Toutes les possibilités d'accord entre 2022 et 2025, vous refusez. Récemment encore, avec ce qui s'est passé en Alaska, vous refusez. Mais lorsque la Russie décide de montrer les crocs, de sortir les griffes et de démontrer qu'à un moment donné, ça épuise les ressources. Donc il faut aller vite. C'est là que vous montrez des villes détruites et essayez de présenter une situation calamiteuse dans laquelle la Russie force l'Ukraine à être, alors qu'il aurait suffi de base de refuser cette guerre, de signer les accords et de continuer tranquillement. Travailler sur l'économie, le bonheur des peuples, je sais pas, l'évolution technologique et voilà. Mais non, c'est trop demandé. Vous voulez absolument pouvoir mener votre guerre par procuration. Voilà donc le résultat. Myrnorad, elle est juste à côté de Pokrovsk en fait. Donc, les deux villes ont été attaquées et assiégées en même temps depuis plus d'1 an maintenant. Et beaucoup de gens sont d'accord pour dire que ce soit Myrnorad ou bien Pokrovsk, il n'y a plus de ville. L'ambiance sur le plateau est maintenant très triste. Il y a encore quelques mois, c'était vraiment de toute façon, la Russie n'avance pas. La Russie n'avance pas d'un pas. Maintenant, c'est les bégayements. Elle bégaye avant de parler, puis explique tout simplement que les deux villes n'existent plus. Quand les premières informations circulaient, c'était non, bien sûr que non. Pokrovsk n'est pas tombé, Pokrovsk est en pleine forme. Bon, voilà donc. Parce que la propagande, à un moment donné, ne s'arrête jamais chez vous. Il faut des images comme ça de villes fantômes pour que vous puissiez finir par admettre que Pokrovsk est en ruine, Myrnorad est en ruine, ainsi que les villes alentours. Tout a été récupéré. Il n'y a plus de ville, il n'y a même plus d'intérêt. Avant, c'était par exemple Pokrovsk était un nœud militaire, ça ne l'est plus, un nœud ferroviaire, ce ne l'est plus aujourd'hui. Cette image, c'est Stalingrad, ça fait penser à cette petite ville. Moi, je vais vous dire que ce n'est plus Stalingrad. Ça fait 4 ans presque qu'on voit des images comme ça de villes ukrainiennes. Malheureusement, ces villes ukrainiennes sont en train de créer une nouvelle norme de la destruction et de l'horreur de villes détruites et de vies civiles surtout perdues.
Et le plus énervant en fait dans toute cette affaire, c'est que ceux qui sont à l'origine de ça, de cette guerre, de ce désordre, de ce chaos, sont tranquillement chez eux. Ceux qui commentent ce désordre, ce chaos, sont dans des studios climatisés. Voilà Zelensky qui se pavane, il voyage, il va où il veut, quand il veut, comme il veut. Ses amis, même chose. En attendant, ceux qui vivent dans ces villes-là, vie gâchée. Les soldats envoyés là-bas de force, vie gâchée. Le simple fait même de conceptualiser la guerre, destruction inutile. Alors que tout ce que la Russie demande de son côté, c'est simplement que l'OTAN ne s'étende pas. Mais non, bien sûr que non. C'est trop demandé que de vouloir empêcher l'expansion d'une organisation militaire belliqueuse. Benoît Billon, vous avez rejoint, vous êtes historien militaire. Votre regard sur ces images-là qui en disent tellement sur le rouleau compresseur russe qui a continué à avancer. Oui, la zone urbaine est devenue la principale zone de défense en fait pour les Ukrainiens parce qu'on le voit hein, sur les bâtiments, on voit que malgré les bombardements, toutes ces structures sont des bâtiments de l'époque soviétique, sont encore debout parce que ce sont des bâtiments qui ont été construits de manière extrêmement solide. Une bonne partie d'entre eux ont des souterrains qui ont été conçus pour servir d'abri anti-aérien. Les blocs, les fameux blocs soviétiques. Ce sont les blocs. Et donc ce sont des forteresses. Ça a été fait pour plutôt résister à des bombardements aériens, mais de fait, ce sont des forteresses. Et donc les Ukrainiens s'y accrochent. L'avantage en plus de ces zones urbaines, c'est que comme il y a des souterrains et des bâtiments, on peut s'y mettre à l'abri de l'observation des drones. Donc ce sont les môles défensifs par excellence de l'Ukraine. J'ajoute. Ce Benoît Bian, un historien militaire spécialiste des questions stratégiques, nous donne l'occasion de répondre à une question intéressante. Comment est-ce que les soldats russes font pour occuper des villes comme ça, fortifiées avec des bâtiments, combats urbains et j'en passe? Et vous allez aussi comprendre quelque part pourquoi est-ce que l'avancée de la Russie, c'est vrai, ce sont de grosses avancées par rapport à ce qui se fait habituellement, mais c'est plutôt lent par rapport à différentes prévisions qu'on aurait pu avoir. Tout simplement parce que la Russie a décidé d'adapter sa stratégie. Contrairement à l'image soviétique que l'Occident nous a vendu, c'est-à-dire de vagues humaines, un peu comme Titelman disait la dernière fois là, que les Russes passent leur temps à envoyer des gens qui meurent, des gens qui meurent, des gens qui meurent, et j'en passe. La Russie a une stratégie qui n'a rien à voir avec ça. Une méthode qui est radicalement opposée d'ailleurs à ça. Ils appliquent tout simplement aujourd'hui le modèle hybride, c'est-à-dire un mélange de tactiques modernes, d'ingénierie, de drones et d'infanterie très bien dispersés. C'est vous, les abonnés, qui décidez si la vérité circule. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire de plus de 6 mots, chaque visionnage complet aide nos vidéos à toucher de nouvelles personnes. Un autre moyen de soutenir la chaîne, c'est de rejoindre la communauté des membres. Vous avez droit à plusieurs vidéos exclusives par mois, des vidéos en avance et un accès au groupe Telegram avec près de 200 vidéos qui traitent d'un tas de sujets. Vous savez quoi faire. La Russie n'attaque jamais une ville fortifiée comme Pokrovsk, Soumy ou Vinograd de manière frontale, d'un coup comme ça. Non. La Russie, en fait, démonte le front ukrainien brique par brique. Ça m'a fait penser à Snowfall. Ils vont commencer par prendre un bloc d'immeubles. Ils vont sécuriser les caves et les toits. Ils vont faire une fortification immédiate de ce bloc d'immeubles-là. Dès que ça c'est fait, ils avancent au bloc d'immeuble suivant. C'est-à-dire, ce système s'appuie sur de toutes petites unités, de 5 à 8 hommes, pas plus, guidées avec des drones FPV. La stratégie est lente, oui, mais c'est pratiquement impossible à repousser. Et c'est comme ça qu'une ville comme Pokrovsk, les Russes y sont depuis, mais ce n'est que maintenant que la ville commence à ressentir le poids de tout ce qui a été fait. Parce que les Russes ont pris le temps d'occuper bloc par bloc les zones et avancer comme ça, empêchant donc toute riposte de l'Ukraine possible. Maintenant, vous savez, il y a un rôle décisif des drones dans le combat urbain. C'est littéralement un œil qui permet de tout voir jour et nuit et qui voit tout constamment. La Russie utilise une densité de drones jamais vue. Quand je parle d'une densité de drones jamais vue, c'est la Russie utilise des milliers de drones sur le champ de bataille. Les drones kamikazes FPV, les drones de reconnaissance, les drones de relais, les drones charge utile. Ils utilisent une densité colossale, phénoménale de drones. Ils arrivent en fait à quadriller la ville rien qu'avec des drones. C'est énorme. Je parle de chaque rue, chaque fenêtre, chaque escalier est surveillé par un drone russe. Donc, un soldat ukrainien qui bouge, il est repéré en moins de 10 secondes. Et il n'est pas repéré par un drone, mais par une dizaine de drones qui naviguent dans la zone. Ensuite, un FPV arrive pour le neutraliser, ou alors un lance-grenade automatique tire, ou vous voyez à plusieurs mètres